Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart, émission alors un petit peu particulière. Enfin, vous allez voir, donc on va débattre comme on a l'habitude de le faire pendant une grosse demi-heure. Et puis ensuite, ce que je vous propose, je voulais vous remettre ça quand même parce qu'on est au milieu de l'ensemble des réflexions sur la COP et sur l'environnement, ce que peuvent en faire les entreprises. Et interview, alors c'était au mois d'octobre, très intéressante de Bernard Sananès, spécialiste de l'ensemble des questions politiques, mais qui vient de fusionner avec un cabinet spécialisé, lui, justement, dans la communication autour de ces affaires de RSE. Attention, il ne s'agit absolument pas de faire du greenwashing, ce n'est pas notre sujet. Il s'agit de parler sérieusement, de choses sérieuses, justement, mais vous verrez ça. Mais d'abord, on démarre avec nos débats. Donc, autour de la table, Nicolas Doucerin. Salut Nicolas, salut Stéphane. Président fondateur de Valumen, management de transition. Et Aziz Seni, salut Aziz, multi-entrepreneur, mais là on va citer Impact Real Estate parce que on va parler un petit peu d'immobilier. Tu voulais en parler, ça m'intéresse bien parce que j'en parle pas du tout, donc tu me donneras un peu 2-3 éléments là-dessus. Mais je voulais commencer à la limite, enfin c'est oui vous pourrez commenter, mais c'est plus des éléments d'information finalement à donner parce que ce matin est parue l'enquête trimestrielle Rexecode BPI France. Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode, vient nous voir assez régulièrement. Donc sur la situation financière des entreprises. Les dirigeants de TPE-PME se mettent, ce que j'appelle moi clairement en mode protection du cash. La situation de la trésorerie est relativement stable, mais 32% de ces dirigeants, je ne sais pas ce qu'on va dire, seulement 32%, anticipent une dégradation dans les prochains mois. 49% de ces dirigeants de TPE-PME ont investi en 2022 ou comptent investir sur la toute fin de l'année. Et 77% ont investi pour moderniser leurs outils ou leurs installations. C'est-à-dire qu'ils ont quand même de l'ambition. Je finis encore 2 éléments, puis je vous fais réagir avant qu'on parle des salaires. Les difficultés de recrutement restent de loin la première préoccupation, citée comme frein à l'activité par 59% des dirigeants TPE-PME. 74% de ces dirigeants font face à des difficultés d'approvisionnement. Mais il n'y a pas de sujet de demande. Il n'y a pas de sujet de demande. C'est vraiment un sujet d'offre, que ce soit sur le recrutement ou sur l'approvisionnement. Et les perspectives de demande, quand même, se dégradent très légèrement. À 35%, c'est en hausse de 2 points sur un an. Voilà. C'est quand même... Enfin, ça ne ressemble pas à une crise, quoi, Nicolas. Je ne sais pas comment tu vois le truc. Ça ne ressemble pas à une crise. Non. Quand on le voit dans ce que disent là les gars qui sont à la tête des boîtes. Non, c'est vrai, ça ne ressemble pas à une crise à l'heure où on se parle, mais il y a quand même sérieusement pas mal de nuages qui commencent à arriver au-dessus de nos têtes. Moi, je le vois tous les jours. Par rapport à notre dernière émission, j'ai 2 nouvelles entreprises qui sont en redressement judiciaire, et pas des moindres. D'ailleurs, dans le secteur, encore une fois, de l'industrie, parce que des problèmes d'approvisionnement qui engendrent derrière des vraies difficultés, et toujours ce problème du coût de l'énergie. Je parlais encore à cette entreprise-là qui fait du béton en tant que tel, et qui voit sa facture énergétique multipliée par 8, parce qu'il fait du béton travaillé, très spécial, béton ciré, escalier, qu'il faut chauffer toute la nuit au fioul, au gaz, et qui renégocie des contrats. Et il m'expliquait qu'il avait négocié des contrats sur 3 ans, pour 60% de son activité, mais que 40% de son activité, il était là en pleine négociation. Et là, il avait des prix multipliés par 6 ou par 8. Ben oui. Et il est là le sujet. En fait. Mais attends, alors ça m'intéresse. Tu dis quoi, toi? Tu dis, parce que moi, je trouve la position. Donc, Roux de Bézieux a fait hier, le MEDEF a fait hier une conférence de presse sur le sujet. Je trouve leur position totalement illisible. C'est-à-dire que Roux de Bézieux te dit d'un côté, attention, on est à l'euro près, de l'autre côté, ton gars là qui fait du béton, il faudrait le subventionner. Moi, je suis pas d'accord. Je n'ai pas dit qu'il fallait le subventionner. Je faisais juste l'analyse du constat parce que j'écoutais sa problématique qu'il était amené, qui gérait là. Je l'ai eu encore au téléphone pas plus tard qu'hier sur le sujet. Je n'ai pas dit qu'il fallait forcément subventionner. Je dis juste que les nuages, pour répondre à ta question précise, on n'est pas dans la crise là en tant que telle, mais il y a quand même plusieurs faisceaux, plusieurs indicateurs aujourd'hui. Le deuxième indicateur, je le vis d'ailleurs sur ma propre entreprise, c'est la flambée des taux d'intérêt. Il se trouve que moi, je facture pour des raisons stratégiques au niveau de mon entreprise dans le management de transition.
j'ai mon coût de l'argent qui a été multiplié par 2,5 entre ce qu'on faisait il y a 8 mois et aujourd'hui. Tout ça, c'est des... Voilà, on voit un certain nombre de faisceaux. La demande est toujours relativement bonne, mais j'ai aussi un certain nombre de clients, et sans citer de nom dans le secteur du luxe, qui, par exemple, ont décidé de geler 20% de leurs projets, alors que leurs résultats sont fantastiques, en prévision d'une crise à venir. Et ça, on ne l'avait pas vu depuis 1 an et demi. Donc voilà, c'est des petits signaux, mais en tout cas, je trouve que ça commence à venir. Je suis d'accord avec toi, c'est que oui, il y a quand même quelques nuages. Les défaillances de boîtes, on en parlait encore sur ce plateau il y a quelques émissions. On disait que pour l'instant, il n'y avait pas de tsunami, oui, etc. Mais c'est ça, les défaillances de boîtes. Ouais, il faut qu'elles défaillent, les boîtes. Il faut qu'elles défaillent. Mais il y a des indicateurs par rapport à tout ce que tu as donné tout à l'heure. Il y a des indicateurs autres qu'il faut aussi regarder. 12 000 boîtes qui se cassent la figure sur les 4 derniers mois. C'est quand même déjà un quart de ce qu'on faisait avant la crise sanitaire. Oui, donc il y a une courbe. C'est un apurement de marché, Exactement. etc. D'accord. Tu disais que la demande ne baissait pas. Moi, je suis pas sûr. En tout cas, les chefs d'entreprise n'identifient pas, pour l'instant, c'est un peu contradictoire parce que quand tu sécurises ton cash, ta trésorerie, c'est que tu fais aussi un effort sur tes achats. Tu regardes où tu vas placer ton argent, tu regardes un peu plus les prix d'achat. Donc, tu fais forcément des coupes budgétaires. Donc, forcément, derrière, tu as quelqu'un qui n'a plus la commande qu'il avait dans certains services. La communication, le marketing, de l'énergie. Il y a aussi l'énergie. D'abord l'énergie, mais pas que. Raison, mais pas que. Et moi, je pense qu'il va y avoir une baisse des commandes. Sur certaines PME. Je pense que c'est aussi un facteur, c'est pas le principal, mais je pense qu'il va y en avoir. Donc, ouais. Non, juste pour partager avec vous, parce que je voudrais juste rajouter un élément, c'est que je crois que tu l'as pas cité, c'est que je ne sais plus quel est le pourcentage. Je crois qu'on est autour de 60% des chefs d'entreprise qui prévoient aussi d'augmenter leur prix de 3,5 à 5%. Et on va y aller après ça. D'accord. On va y aller après sur l'histoire prix-salaire. Mais non, mais tiens, juste on va le dire rapidement, puis comme ça on aura fait un global sur la macroéconomie, on va dire, même si c'est quand même de la micro, enfin bref, peu importe, pardon pour ça. Sur l'histoire de la productivité, tu dis défaillance d'entreprise, vachement intéressant. Donc, le taux de chômage encore en baisse, ok, 7,3%. Stabilité sur 1 an. Sur 2 ans, l'emploi salarié marchand progresse de plus de 4%. Alors que la valeur ajoutée, donc ce que produisent les entreprises, n'a augmenté que de 0,8%. Et moi, je pense que Donc je finis. On est sur une réelle baisse de productivité. Ouais. Et quand on se gratte la tête, et quand les économistes, notamment l'OFCE, Erwan Tison qui vient nous voir régulièrement, se grattent la tête pour comprendre, il y a sans doute effectivement le maintien en emploi de stock de gars qui en fait ne bossent plus parce qu'ils sont dans des entreprises zombies, à moitié zombies, en tout cas fragiles, etc. qui vont déposer. Il faut libérer cette force de travail. Mais il y a autre chose aussi, c'est que tu mets ça en face de la pénurie de recrutement. Le chef d'entreprise qui se dit, est-ce que je garde mon gars avec une valeur ajoutée, même s'il n'est pas à 100% sur son poste, est-ce que je le garde ou pas? Si je le libère et que demain ça reprend ou après-demain, je vais peut-être transpirer avant d'en retrouver pareil. Donc je le garde et finalement je perds un petit peu plus puisqu'il n'est pas à fond, il n'est pas à 100%. Il est peut-être à 80, 75, 60. Donc, il y a cette surdépense sur le poste salarié qui peut-être explique un peu aussi... Mais, encore une fois, cette espèce de stock d'entreprises qui n'ont pas fait défaillance, et alors, tu me dis, j'avais pas vu le chiffre, moi, que ça s'accélère. J'ai pas vu de chiffres récents, mais disons qu'on revient dans des rythmes qui sont des rythmes à peu près classiques, enfin ceux qu'on avait dans les années 2010. Oui, il y a encore 10, 20, 30 000 boîtes qui doivent en fait faire défaillance pour libérer cette force de travail et retrouver de la productivité. C'est super important. Alors, 2 éléments. On parle de 40 000 entreprises et à peu près 250 à 270 000 emplois qui seraient concernés sur 2023 et qui vont tomber et qui doivent tomber. Je partage, c'est-à-dire que malheureusement, ça fait partie de la vie économique. Il y en a qui tombent, il y a de nouveaux acteurs qui vont naître et tout ça contribue à cette transformation. Le deuxième élément aussi où il faudrait associer les chiffres, je sais qu'on n'est pas toujours d'accord, Stéphane, sur les chiffres du chômage. Il y a une très forte dégradation sur les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs, avec d'une part plus d'1 million de personnes qui, par définition, ne sont pas dans les statistiques du chômage et dont l'activité, pour eux,
a considérablement diminué avec un nombre de défaillances très important. C'est quoi tes sources là? Pardon, Nicolas, mais c'est quoi tes sources là-dessus là? Parce que 1 million, c'est beaucoup. Il y a 1 200 000 auto-entrepreneurs. Donc me dire qu'il y en a 1 million qui sont en difficulté, ça me paraît beaucoup. Quand même. Non, pardon. Il y a plus d'1 million d'auto-entrepreneurs, on est comme tu d'accord. sais, mais j'ai lu dans les Échos il y a 3 semaines maintenant qu'il y avait une dégradation avec un chiffre d'affaires en baisse pour cela. Et ce que je veux dire, c'est que je me suis renseigné, statistiquement, ils sont ni dans les chiffres du chômage. Ah bah bien sûr. Non mais donc ils sortent et c'est pas pour autant qu'ils ont un volume d'activité qui leur permet de générer un revenu suffisant, de vivre et de s'entretenir. Ce que je veux dire, c'est que le chômage qui se stabilise, tout ça, il y a eu beaucoup de vases communicants avec une forte montée du statut d'auto-entrepreneur parce que c'est un moyen aussi de sortir des statistiques du chômage. Faut se dire aussi les choses. Bon, je le constate. Non mais Constate. Non. Nicolas, ça tombe bien, on a le temps. Je vais pouvoir te dire que ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire. Le statut d'auto-entrepreneur, je t'amènerai François Hurel, n'a pas été créé pour faire baisser les chiffres du chômage. Ce combat de François... si tu dis ça, d'Alain Madelin, de François Hurel... non, je t'en prie. Non. Il a été créé pour donner de la liberté. Il a été créé pour travailler avec moins de charges, parce que c'est quand même ça, globalement, l'idée. Il a été créé pour développer l'entrepreneuriat par des gars qui sont des hussards noirs de l'entrepreneuriat. Non, c'est pas très pour bien. faire baisser les Je chiffres veux du dire, chômage. toute initiative qui contribue à développer l'esprit d'entreprendre, Quand même. être le premier piétrier, c'est une bonne chose. Maintenant, de là à faire croire aussi, tu en conviendras, que de créer une boîte avec 1 euro de capital et tout le monde peut être chef d'entreprise demain et développer, la réalité sur le terrain, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà. Oui, mais c'était bien de donner le sentiment bien, et de faire du volume. Bien sûr, que l'auto-entrepreneur puisse se développer pour devenir demain patron de TPE, puis se transformer en PME et en ETI demain. C'est le parcours. Tout ce que ça c'est le parcours qui est intéressant. C'est libérer juste déjà cette barrière psychologique de se dire je peux déjà avoir mon auto-emploi, être et le premier pas vers l'indépendance. Je suis d'accord. Ne me faites pas aller sur le terrain. Je suis d'accord avec vous. Mais n'y va pas, c'est toi qui as été sur ce terrain. Donc pardon, on te sort en fait. On te sort des sables mouvants où tu étais en train de t'enfoncer. Mais tu as raison en fait, et Alain Madelin d'ailleurs le disait, il disait j'ai un regret, c'est qu'en fait on ait appelé ça auto-entrepreneur, mais il fallait un truc un peu bankable, mais en fait pour lui c'est auto-employé. C'est ça le vrai statut, c'est un statut d'auto-employé, c'est je fabrique mon emploi moi-même. Et je suis très bien comme ça. Dans d'autres pays, c'est en partie. Absolument. Dans d'autres pays, on utilise le terme d'auto-emploi. Alors là, au demeurant, je ne suis pas d'accord avec Alain Madelin. Je préfère auto-entrepreneur. Moi, j'adore le terme entreprendre. Je trouve que d'ailleurs, c'est un verbe fabuleux. On peut entreprendre pour soi, on peut entreprendre pour une cause, pour une association. On connaît tous tes engagements, Aziz. Voilà, moi j'aime bien ce terme entreprendre. Je trouve que c'est un verbe superbe. Oui, mais c'était parce que, alors tu l'as dit avec fougue, et puis parce que ça te correspond, mais quand même globalement, ce statut est fait. Alors moi je l'ai été, auto-entrepreneur, donc j'en parle vraiment en toute connaissance de cause, et j'en suis sorti assez vite. Mais quand même, tu as quand même très très peu d'auto-entrepreneurs en fait qui passent dans le régime général de l'entreprise. Voilà. Et globalement, les gars qui ont promu ce statut, on avait quand même la prescience. C'est-à-dire que si tu veux monter une entreprise, si tu as ça dans tes gènes, dans tes tripes, c'est quand même assez facile, quoi qu'on dise. Mais ceci dit, ça se fait assez facilement. Quand j'ai créé Valumen le 6 mars 2020, j'étais tout seul dans ma SAS. Bon voilà, et c'est le fruit du travail, mais t'as pas du fait plan. un statut d'auto-entrepreneur. Tu savais qu'assez vite, tu ferais plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires. En tout cas, j'avais l'ambition. Voilà. Non, et puis surtout, c'est quand même 60 000 euros de chiffre d'affaires. Eh oui, on s'est créé en sur des prestations de services. Alors, les salaires, je finis l'ensemble des infos qu'on vous donne. On va voir des petits graphes d'ailleurs. Je ne les ai pas pris avec moi, c'est pas grave, on va les voir. Donc 76% des chefs d'entreprise ont augmenté ou vont augmenter les salaires avant la fin de l'année. Augmentation moyenne donc de 4%, 3,9%. Et 64% de ces chefs d'entreprise vont le refaire en 2023. Et tu as raison Aziz, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que parallèlement, ils prévoient de pouvoir, et c'est à peu près les mêmes proportions, augmenter leur prix de vente. À peu près aussi dans les mêmes proportions, donc 5%. C'est là où, quand même, il faut se creuser un peu la tête. Tu as l'impression que... ça s'appelle l'inflation, mon gars. Oui, c'est ce que j'ai...
T'augmentes les salaires, t'augmentes les prix. Et donc voilà, on est dedans. finalement, bon an, mal an, qu'est-ce que ça change dans le fond si tu touches 5% de plus, mais que tout augmente de 5%, je schématise. Qu'est-ce que ça change, and so what Alors, and so what, le problème, c'est que tant que c'est 5%, ça se gère. Le problème, c'est que cette courbe a tendance, tu sais, c'est le fameux tube et le fameux dentifrice. C'est-à-dire, une fois que c'est sorti, ça a tendance à monter en puissance quand même. Et à un moment, t'en perds le contrôle. Je sais que tu le cites souvent, mais quand tu écoutes Michel-Édouard Leclerc sur ce qui va se passer sur cette fin d'année avec l'inflation à 2 chiffres... L'alimentaire, que pour l'alimentaire. Que pour l'alimentaire. Non, C'est quand même un budget pour certains. Oui, pour certains. C'est Ouais. que pour l'alimentaire. Que pour l'alimentaire. Non, mais tu as raison. Et Bompard dit la même chose pour Carrefour. Mais enfin, je trouve intéressant... Et l'énergie, les amis. Oui, mais la hausse à 2 chiffres dont parle Oui, Leclerc, oui, c'est... C'est 14% la hausse de l'énergie là, Ouais. qui arrive. Absolument. Donc voilà, c'est à 2 chiffres aussi. Mais la hausse de l'alimentaire dont parle c'est Leclerc, il parle de... C'est là où il faut quand même pousser le bouchon plus loin et dire que finalement, régler le problème de cette inflation ne passera pas, et ne peut pas passer uniquement par le salaire et les revalorisations salariales. Il y a une restructuration d'un certain nombre de charges, de coûts par l'administration et par l'État qu'il faut revoir. Il y a une réorganisation et des économies d'échelle à faire sur un certain nombre d'administrations, parce que là, on ne peut pas faire gagner en pouvoir d'achat uniquement par des augmentations de salaire. Ça va être très compliqué, pour ne pas dire impossible. On va faire de la dette. La restructuration de l'appareil d'État, mon gars, si tu veux t'y attaquer, Aziz, on la paiera you're jamais, welcome, de toute mais... Non, mais il faut déjà commencer à en parler, c'est s'y attaquer. Et ensuite, il y a quelques paraît, solutions. Ce qui manque, c'est pas tant les solutions, c'est un peu de courage politique. Et là, je ne vise personne. T'as raison. La semaine dernière, on était avec des consultants là, qui nous apprenaient que... tu le sais, toi. En fait, c'est le premier job des consultants juniors. Quand tu rentres dans un cabinet de consultants, les mecs, c'est une sorte de bizutage. Tiens, fais-moi la réforme de l'État. Et visiblement, c'est assez simple, en fait. Bon, voilà, j'en sais rien, mais en fait, c'est assez simple. Bon, voilà, je vous ai tout dit sur les infos que j'avais à vous apporter en ce qui concerne la macro. Logement immobilier. De quoi tu veux nous parler, Aziz? Donc il y a la proposition de loi pour protéger les propriétaires. Oui, je voulais qu'on en parle parce qu'on en a un petit peu parlé ici. Vous avez tous suivi ce qui se passe dans l'actualité. Ces propriétaires qui sont de plus... En tout cas, c'est le sentiment qu'on a, c'est peut-être la loupe grossissante médiatique, mais on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de propriétaires qui se font connaître avec des squatteurs, avec cette règle en France où quelqu'un peut s'installer chez toi, et si je crois que c'est au bout de 5 ou 6 jours, s'il a ouvert un compteur électrique ou une facture à son nom, il peut s'établir chez toi et X temps avant de sortir. Donc cette législation vient, c'est assez surprenant parce que quand on creuse un peu, c'est un peu contradictoire avec l'esprit de propriété, de jouir de son bien, etc. Et donc, j'essaye, je m'initie au langage Quai d'Orsay en LV2. Donc cette loi vient un petit peu, ce projet de loi, parce qu'il n'est pas encore été... Non, c'est un projet de loi, attention. Vient un petit peu remettre de l'ordre là-dedans en disant il y a quand même des gens qui sont propriétaires, et en particulier les petits propriétaires, qui vont pouvoir, dans les baux, pouvoir spécifier que un truc tout bête, c'est que si tu payes pas ton loyer et en fonction des raisons, le bail s'arrête et donc tu es contraint de quitter l'appartement. Alors beaucoup sur l'immobilier d'entreprise, c'est beaucoup plus simple, un bail précaire ou un 369, quand le locataire ne paye plus. Il y a des moyens qui sont beaucoup plus simples pour pouvoir rompre et se séparer du locataire. En particulier, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je voulais qu'on en parle un petit peu. Toi, tu fais que de l'immobilier commercial, toi? Oui, ouais. C'est beaucoup plus simple. Non, mais beaucoup plus simple. Ce que tu dis là, c'est la clé de tout, Aziz, parce que crise du logement, on est devant, 500 000 logements par an qu'il faudrait construire, blablabla. Pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins d'investisseurs aussi pour le particulier? Alors, les foncières avaient commencé à s'y intéresser, et puis voilà, mais c'est... pour ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire les risques commencent à être... En fait, le député qui a fait, vous avez sans doute vu ça, le député qui est à l'origine de ce projet de loi, a fait une séance à l'Assemblée, une audition d'une dizaine de propriétaires qui sont venus raconter, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui sont venus raconter leur détresse. Mais c'est invraisemblable, quoi. Des gens qui, en fait, ont un logement, mais sont obligés de squatter à droite et à gauche parce que leur logement, qui était en location, est occupé, et que, pour des raisons qui sont parfois aussi simplement que la force publique ne veut pas intervenir,
Parce qu'à un moment, il faut que le préfet donne... même s'il y a eu condamnation judiciaire, il faut encore que la force publique veuille bien intervenir. Se retrouve dans des situations ahurissantes. Enfin, cette dame qui racontait que donc elle est maintenant quasiment à bout de force et à bout de trésorerie, et ces squatteurs, donc qui ne payent rien depuis des mois, envoient des photos de leurs vacances au ski, etc. Et tout. Enfin, Ouais, parce c'est que un truc de dingue. En plus, C'est un truc de dingue. En plus, il faut distinguer les situations, parce que quand tu as des locataires qui sont dans des situations sociales, en détresse, etc., il y a différentes aides que tu peux monter, voir, organiser. Bon, bref, il y a des solutions qui existent. Mais quand tu as des squatteurs qui, de manière délibérée, s'installent et profitent finalement de ce vide juridique laissé, c'est pas tenable. Et derrière, tu as ce que tu dis, la police et le préfet, qui, malgré des décisions de justice, mystérieusement n'interviennent pas et ne font pas exécuter les jugements. Donc c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? C'est peut-être au juge. Non. Et pour finir de tirer la pelote, quand aujourd'hui, et on l'entend beaucoup, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces propriétaires qui demandent la caution des parents, des grands-parents, du général de Gaulle, de je sais pas quoi et tout ? Bah oui, c'est-à-dire que tu es bien obligé de te protéger d'une manière ou d'une autre quand tu te retrouves dans ces situations-là. Si tu avais une situation saine où un gars qui paye pas, c'est dehors, un produit que tu ne peux plus payer, bah on ne te le fournit plus, tu aurais sans doute beaucoup moins d'exigences à l'entrée, notamment pour les plus jeunes. Et c'est vrai, mais il y a deux autres problèmes à ça. C'est que même comme tu le soulignes, Stéphane, c'est que même quand tu prends des cautions, pour faire jouer la caution, ça te prend un paquet de mois. C'est pas si simple que ça. Hein. C'est pas exécutoire en 15 jours comme ça pourrait l'être. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'évidemment, celui qui s'est porté caution trouve toujours les moyens de faire en tout cas traîner. Et en attendant, tes loyers ne rentrent pas. Mais là, le deuxième drame de tout ça, moi j'ai le cas très concret d'une dame qui s'est retrouvée exactement dans cette situation-là, avec son logement qui était squatté, non payé depuis plus de 9 mois, mais surtout avec des dégradations extrêmement importantes, avec des squatteurs qui avaient jusqu'à une quinzaine de chats dans l'appartement. Quand elle a récupéré son logement, mais c'était une horreur. Donc il y a la double peine en plus. La double peine de ne pas avoir eu tes loyers pendant 9 mois, d'avoir dépensé beaucoup d'argent sur le plan juridique, et en plus de ça, d'avoir un bien qui a été totalement dégradé, avec des gens qui sont en plus de ça non solvables. Donc bref, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que je voulais mettre en avant ce projet de loi, parce que je pense que libérer un petit peu l'esprit locatif, et en protégeant aussi un peu, je conçois qu'il faille protéger un peu les locataires, je conçois aussi qu'il faille peut-être aussi autant protéger les propriétaires, et en particulier les petits propriétaires. Et puis on en a besoin. On en a besoin pour construire. Pour aérer. Il faut construire. Il faut libérer un petit peu Il faut encourager les propriétaires à investir dans l'immobilier pour faire du locatif, mais il ne faut pas que le locatif devienne un frein trop important, que ce soit par le blocage des loyers, par exemple, ou par la situation qu'on est en train de vivre, parce que sinon, tu n'auras plus de logements à louer, et derrière... Ce qui nous amène d'ailleurs, il faut construire, au sujet de l'immigration économique. Sujet qu'on a déjà traité ici. Je me souviens que tout le monde n'était pas d'accord avec moi. Mais, non, mais c'est intéressant, Aziz, parce que j'ai appris plein de trucs. On en a pas mal parlé là autour de la table sur ces 15 derniers jours. J'ai effectivement appris beaucoup de choses. En gros, si tu veux, le sujet, ce que sont venus dire, et notamment des gars qui se sont vraiment penchés sur le problème, le sujet qu'on a et qui en fait rend le débat impossible, c'est que la structure d'immigration ressemble à la structure de l'emploi. Et qu'en fait, les immigrés qu'on attire sont des sous-qualifiés, parce qu'on est aujourd'hui majoritairement et de plus en plus en train de développer une économie sous-qualifiée, et que les hauts potentiels, eux, en fait, choisissent de moins en moins la France. Les États-Unis aussi, d'ailleurs, ont pris un petit coup, là, sur les derniers classements, et qu'on a un mal fou à les attirer. Donc, si tu veux, tu vois, le sujet, c'est que ce sujet d'immigration économique, qu'on le veuille ou non quand même, renforce une sorte de sous-qualification générale de la force de travail en France, si je peux parler comme ça. Voilà. Il y a plusieurs... c'est la rencontre de l'efficacité, le côté pragmatique, opérationnel
j'ai presque envie de dire hashtag ressources humaines, hashtag gestion prévisionnelle des ressources, et de l'autre côté, l'idéologie, la trouille, la passion et le côté un peu politique. La réalité des chiffres, elle est froide. On a une question démographique, on a une question de besoin dans les entreprises sur les postes que tu viens de décrire. Et puis de l'autre côté, on voit bien le contexte politique dans lequel on est. On a même certains partis qui te disent zéro immigration, en mélangeant immigration, en faisant des amalgames assez surprenants. Enfin, immigration légale, immigration illégale. Enfin, tout ça est mélangé sans distinction. Et je trouve que c'est pas bon du tout pour nos entreprises et pour notre économie. On a besoin, on va avoir besoin d'une immigration légale. Il ne faut pas qu'elle ressemble à celle des années 70 parce qu'on a déjà eu des cycles d'immigration, mais il faut qu'elle soit calibrée, sécurisée, oui, mais le problème, etc. pourtant, ce serait un peu ça. C'est-à-dire, ce serait un peu remplir les usines Talbot comme on a pu le faire dans les années 60 ou les années 70, tu vois. Ça voudrait dire, excuse-moi, je vais dire un gros mot. Vas-y, je t'en prie. Ça voudrait dire qu'on est des cons. Si on refait exactement, quand tu fais mais une erreur, t'as pas le choix, c'est t'as une pas le erreur. choix. Les hauts potentiels veulent plus venir. En partie d'ailleurs parce que tu as un climat autour de l'immigration qui est un climat détestable. Qu'est-ce qu'on a fait pour attirer les hauts potentiels? mais je suis d'accord avec toi. La question, elle est là. C'est pas ils veulent pas venir, c'est qu'on n'a rien fait pour leur donner de l'appétit et pour leur dire de venir. Et souvent, quand on parle d'immigration, on parle de ceux qui arrivent, leur profil, etc. On oublie toujours de regarder qui part. Et dans cet échange, tu as raison, entre ceux qui arrivent et ceux qui partent, c'est sûr que quand tu as quelqu'un qui peut travailler comme plongeur ou serveur dans un restaurant et que de l'autre côté, tu as un ingénieur qui s'est barré aux États-Unis ou au Moyen-Orient ou en Asie du Sud-Est, forcément, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de plongeurs ou pas besoin de serveurs, mais on a une perte en termes de productivité qui est certaine. Donc la question, elle est de qui on a besoin pour arriver dans nos entreprises et qui part et comment on peut retenir. Et ces questions-là, je n'ai pas l'impression qu'on y ait répondu de manière efficace. Non, je suis d'accord avec toi. Nicolas ? Oui, alors sachant que pour les hauts potentiels, le problème, il n'est pas de partir pour se faire une expérience au Canada, au UK, en Europe ou aux États-Unis. La question, c'est bien de prendre cette expérience en dehors de nos frontières, mais c'est comment est-ce qu'on les fait revenir sur le territoire national pour apporter cette expérience, cette richesse auprès de nos entreprises. Et là, on retouche encore au sujet de l'attractivité de la France sur tous les niveaux, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan, j'allais même dire, environnement. C'est quelque chose qui est global et qui doit se construire sur la durée. Mais aujourd'hui, c'est un vrai sujet, parce que ces hauts potentiels, ils partent, mais on a du mal... Enfin, ils partent, ils viennent pas, puisqu'on parle d'immigration. Oui. Il y a ceux qui partent, mais il y a d'abord ceux qui ne viennent pas. Voilà. Ils vont en Suisse ou ils vont à Singapour aujourd'hui. Voilà. C'est ça, c'est les nouvelles destinations favorites. Les nouvelles tendances. Bon, après, là aussi, on a aussi ce qu'il faut, c'est... C'est un sujet de société quand même qui se pose, non, Nicolas? C'est-à-dire, moi je comprends la position d'Aziz. Le problème, c'est tu fais venir... parce que, tu l'as dit toi-même, tu en as besoin, hôtellerie-restauration, tu en as besoin BTP, sur les chantiers, transport, etc. Et tout. Derrière, tu n'échappes pas au regroupement familial. Et j'ai presque envie de dire, et alors, ces tensions de société... Tension de société, si tu reconstruis le Val-Fouré et que tu fous tout le monde au même endroit avec les mêmes problématiques, etc., c'est sûr que tu auras à nouveau recréé un cycle. Si, de manière intelligente, tu revois ton urbanisme, ton aménagement du territoire, ton recrutement, si tu dis... non, je ne vais pas faire les conneries des années 70 à aller chercher uniquement en Afrique, dans les anciennes colonies, etc., etc. Là, je vais faire un peu ce que font les Canadiens. Je vais essayer de ventiler d'un point de vue ethnique, d'un point de vue nationalité, d'un point de vue religieux. Et puis sur mon aménagement du territoire, je ne vais pas mettre tout le monde sur ce qui deviendra la ceinture rouge, mais je vais peut-être en mettre aussi un petit peu et réfléchir à mon aménagement du territoire en Lozère, en Corrèze, dans des endroits aussi de ce type-là. Ils n'en ont pas besoin, là. Ils n'en ont pas besoin, mais il faut attendre le besoin. Bah oui, il faut qu'ils bossent quand même, les gars. Oui, il faut qu'ils aient du boulot quand même. On même. va peut-être en parler, mais on a peut-être des industries installées là-bas. Mais il faut tout revoir. Faut revoir. Vous êtes fatigués, les gars. Non, mais c'est un chantier énorme. C'est pas qu'on est fatigué, c'est que ça si se passe vous voulez pas comme ça, Aziz. Mais parce qu'on le veut pas. Le commissariat général au plan, si tu veux, c'était un truc qui fonctionnait dans les années 50 parce qu'il fallait tout reconstruire. Mais aujourd'hui, tu vas pas dire à un industriel, au fait, mon gars, il faut que tu ailles en Lozère. Même les médecins, tu n'y arrives pas. Tu lui dis pas comme ça, mais tu crées un contexte pour l'aider, pour le favoriser. Mais attends, Aziz, combien on a créé de zones franches, de zones super franches, de super zones super franches. De super zones franches, on l'a fait avec les entrepreneurs, on l'a fait avec les industriels, ou c'est trois énards qui se sont réunis dans un bureau autour de Juppé pour expliquer ce que devait faire la zone franche. On les a connus, les zones franches, on les a connus, toi et moi. Mais je sais qui les a fait. Il n'y avait pas d'entrepreneurs dans le groupe de travail. Peu importe, n'empêche que ça ne fonctionne pas, ça se décrète pas. Tu ne construis pas un produit sans le client. Non, par contre, Aziz, moi, le problème posé est quand même le suivant. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est au plein emploi
au point de devoir faire revenir une immigration en France. Non, mais si. Mais si. Laisse-le finir. Non, mais attends, je suis désolé, parce que tout ce que tu évoques en problème d'intégration, de développement sur nos territoires, si tu réinjectes effectivement des immigrés dans quelque chose qui aujourd'hui n'a pas fait ses preuves et déjà ne fonctionne pas, je suis déjà pour régler le problème à l'intérieur avant de commencer à réouvrir. Nicolas, je vais être factuel. Personne, des Français installés, Français ou étrangers, installé en France, ne veut faire un métier de plongeur, ne veut faire un métier de restaurateur, ne veut aller sur les chantiers, ne veut conduire ton camion pour te livrer ton colis Amazon. Donc tu montes, tu descends, tu peux dire je vais aller piocher dans les 7%. Les gars, tu vas pas mettre un flingue sur la tempe du gars qui veut pas faire ça. Sauf à dire, tu prends ce qu'on te donne. Et là, tu touches un peu à la liberté de choix, à l'envie de chacun, etc. Tu vas pas dire à un gars qui est, je sais pas, dans un domaine, tu es au chômage depuis 12 mois, non mais maintenant mon gars, tu vas conduire un camion moins de 3,25 et tu vas livrer les colis. Pourquoi, Nicolas? Pourquoi Mais parce que ça n'a pas de sens. Mais non, mais Aziz, mais le problème est bien plus complexe que ça. Prends un bulletin de paye en 1968, prends un bulletin de paye en 2022. Tu avais 5,2% de retenue sur ton brut en 68, tu en as 23% aujourd'hui en 2022. C'est un problème d'argent. C'est que ton salaire aujourd'hui n'est pas assez rémunéré. Donc oui, tu veux pas attirer parce que les gens ne peuvent pas vivre avec 1300 balles ou 1400 € aujourd'hui. Mais tu payes 1300 ou 1400 balles. Mais mets ton salaire. Mais t'as vu. Mets ton salaire. T'as un compte d'exploitation. Si tu augmentes tes prix en ce moment, on parle d'augmentation des salaires. Ce que je veux te dire. Tu sais ce que c'est qu'un bilan de transporteur? Je continue sur mon. Mais non, mais on est tous d'accord là-dessus. C'est ce qu'il dit. Il dit que c'est le coût de la société, le problème. C'est le coût de la société, le problème. Je veux dire, tant qu'on ne résoudra pas ce problème, et là je te rejoins. Donc j'explique à mon restaurateur qu'en fait, qu'il faut qu'on attende de résoudre le problème que tu évoques, qui est très juste, avant qu'il puisse espérer avoir un serveur ou mon transporteur avant d'avoir un chauffeur. Dans 5 ans, dans 10 ans, on dira le même problème. Non, mais il a raison, Aziz, ça aura pas changé. Moi, j'ai un compte d'exploitation, il est sur 12 mois, gars. Je peux pas t'entendre dire ça. Donc tu compenses. Bah oui. Je peux pas. Pour produire, il faut bien aller chercher ailleurs, les gars. Donc on va contribuer à entraîner encore plus l'ensemble de la France dans encore plus de déficit, encore plus de dettes, et tu ne seras pas à 23% de prélèvement sur tes salaires en 2040-2050, tu seras à 40% avec un actif pour 3 inactifs. Donc il vaut mieux dire à nos restaurateurs, les gars, je suis désolé, vous n'avez pas de serveur, fermé. Ou bien, comme on l'a vu cet été, vous ne trouvez pas, c'est pas grave, vous réduisez votre voilure, au lieu de tourner à 100%, vous serez à 60%. Donc on accepte de freiner notre machine économique au nom de on va avoir des problèmes dans 20 ans. Je veux bien. Ça n'est pas la bonne solution. C'est une façon de gérer qui est une façon, excuse-moi, de riches et de bourgeois. Non, Moi, c'est pas la bonne solution. C'est du court et du moyen terme. Il y a des gens qui sont en difficulté et je pense d'abord à la machine économique. On a des besoins, il faut répondre tout de suite. Il y en a plus qu'assez, et tu le sais, tu es entrepreneur, des politiques qui t'expliquent que de toute façon, on va régler le problème dans 5 ans. Mais 5 ans, je suis mort. Keynes le disait, à long terme, on est tous morts. Donc non, moi j'ai besoin de solutions immédiates. Mon recrutement, c'est maintenant dont j'en ai besoin. La haute saison arrive dans mes stations de ski, c'est maintenant. Tu me proposes quoi comme solution? La réponse est, on va changer, on va réorganiser. À 800 € de toute façon par personne. Je peux pas l'entendre. Bon, c'est intéressant tout ça. Reste sujet de fond. Je vois pas ce que Keynes est venu foutre là-dedans, mais sinon c'est intéressant. Tiens, sur la dette, j'ai pensé à toi. Les investisseurs internationaux plébiscitent le marché de la dette française. Ils jugent à 99%, attends mon pote, il y a des trucs qu'on sait faire. Ils jugent à 99% que son fonctionnement est satisfaisant, voire très satisfaisant. Enquête annuelle, agence France Trésor, réalisée par le cabinet indépendant IEM Finance. IEM Finance, tu vois, magnifique. Voilà. Oui. Mais de toute façon, tu sais qu'on est champion du monde à Bercy. Attends, on est champion pour créer des impôts, on est champion du monde pour recouvrer. Tu sais que le monde entier, d'ailleurs, vient se former à Bercy. Voilà. C'est de la Grèce pour mettre en place ce système. D'ailleurs, je vous rappelle que la Corse avait été cédée à l'époque par les Génois parce qu'ils étaient incapables de recouvrer l'impôt en Corse et qu'ils ont cédé c'est vrai, la Corse. Je savais pas ça. Oui, c'est ça l'origine. Ils n'arrivaient pas à récolter, ils en avaient ras-le-bol des Corses. Donc, ils ont dit, on va céder la Corse. Et résultat, on a effectivement hérité de cette île. Voilà. Bon, il nous reste 3 minutes. Effectivement, alors ça a été j'ai pas eu le temps d'en parler dans la semaine. Le groupe Le Duf, c'est vrai que c'est une histoire assez significative de ce qui se passe avec l'industrie. C'est quand même, et Le Duf, la boulangerie industrielle, donc 2,3 milliards de chiffre d'affaires, 4 milliards de produits distribués chaque année. Moi, ça me fascine. 4 milliards.
4 milliards de viennoiseries, etc. Il faut les vendre, quoi, comme 4 milliards. T'imagines le truc? Colossal. Donc renonce à ouvrir une usine à côté de Rennes. Faudrait Parce qu'il- que- je peux lancer un appel si Vas-y, monsieur je Le t'en Duf prie. nous écoute. Il faudrait peut-être regarder du côté des. Je prends ma casquette quartier d'affaires. Il faudrait regarder s'il n'y a pas du foncier disponible dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville, parce que contrairement à certains autres endroits, je suis sûr qu'ils seraient super bien accueillis pour installer une usine. Mais pourquoi de ils y vont violence. pas, les mecs? Peut-être par des a priori, en se disant c'est pas pour nous, ou peut-être qu'il va y avoir des soucis, ou etc. etc. Il reste du foncier très disponible à proximité de grandes villes. Mais du foncier où tu as le droit, parce que c'est des usines, quoi, quand même, tu vois. C'est des usines où les maires et les collectivités de ces territoires pauvres sont ravis d'avoir une usine qui s'installe, seront ravis de pouvoir avoir une baisse du chômage sur ces territoires où il y a un taux de chômage qui est un peu plus au-dessus de la moyenne nationale. Ils seront ravis d'avoir des recettes fiscales avec leur petit budget sur ces territoires pauvres. Donc il y a toutes les raisons pour faire un pont d'or à ça. Jean-Louis Borloo avait fait ça, on se souvient, Bah, avec c'est intéressant, Valenciennes, mais avec super, Toyota. Aziz. Donc, Très intéressant. je pense qu'on ne leur vend pas ces territoires. Je pense qu'on leur vend mal ou qu'on ne leur vend pas. Et comme tu dis, ils n'y pensent pas. Donc plutôt que d'aller en Bretagne, il y a 1514 territoires qui seraient ravis d'accueillir une usine de ce type. Super intéressant. Hein. Ah bah oui, c'est un vrai sujet. Il y a des territoires qui sont plus ou moins effectivement attractifs. Après, c'est une question, comme toujours dans ce type d'usine, c'est que généralement, il y a plusieurs centaines d'emplois à créer. Il faut donc derrière mettre en place la logistique, Ouais. les transports. Ouais. Enfin, il faut que tout ça puisse se greffer. Bref. Mais donc, ça mérite d'être étudié. la réindustrialisation, et il y a eu aussi fermeture de la brasserie historique à Heineken à Schiltigheim. Là, Heineken, c'est très clair, hein, trop de contraintes, agrandissement impossible, coût de production trop élevé. Emballer, c'est peser. Réindustrialisation, tu parles. Merci, les gars. Et donc, pour marquer tout ce qui se passe autour de la COP en ce moment, on parle RSE, et donc avec Bernard Sananès, communication. Comment est-ce que les entreprises peuvent en parler efficacement? Vous allez voir ça. Donc, Bernard Sananès, salut Bernard. Bonjour Stéphane. Expert des phénomènes d'opinion, mais chef d'entreprise. Aussi. Et alors, entrepreneur, donc président fondateur de l'Institut d'études ELAB. Et c'est une opération business, en fait, hein, qui va nous permettre de parler du grand sujet du moment pour moi, c'est-à-dire comment parler de la crise du climat. Tu as décidé donc de rapprocher ton cabinet d'études, ELAB, d'un autre cabinet qui s'appelle LinkUp, accompagnement dans la construction et la communication des stratégies RSE. Alors Oui. raconte-moi un petit peu D'abord, la Elab démarche. à 7 ans, 7 ans et demi. Ouais. Tu avais été le premier à m'inviter pour parler du lancement. Je m'en souviens très bien. Voilà. Et là, en fait, tu dis études, c'est vrai. Attends, juste parce que ça m'a... Moi, J'ai les quitté le démarches. groupe Bolloré Ouais, c'est ça. pour des accords stratégiques. Ah bah dis donc, comme quoi déjà. Voilà. Pardon, je Et referme la donc- parenthèse. Donc, Elab, tu as parlé des études, et c'est vrai qu'on nous connaît souvent pour ça, et on est très fiers d'être identifiés sur les études. Elab, c'est un peu plus que ça, c'est un cabinet d'études et de conseils, Ouais. de conseils en communication, et on a essayé d'inventer un nouveau modèle. Ce modèle, il repose un peu sur l'hybridation des deux, cette culture de l'opinion au service du conseil en communication. On a appelé ça le conseil objectivé. Ça, c'est Elab, études et conseils. Et puis, il y a LinkUp. Attends, tu vas trop vite. Conseil objectivé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça sort pas du jus de crâne d'un consultant. Pas seulement. C'est important, Voilà. l'intuition. L'intuition, c'est très important dans tous les métiers du conseil, qu'ils soient juridiques, financiers, communicants. Mais on essaie d'objectiver, c'est-à-dire d'apporter des données. Je prends un exemple. On travaille sur une marque. C'est intéressant de se dire, c'est quoi aujourd'hui la photographie de l'image de cette marque, de ses concurrents. On travaille sur travailler pour des éléments de langage, comme on dit, des discours, etc. C'est quoi aujourd'hui l'état de l'opinion par rapport à ces sujets? Donc on essaie d'objectiver ces données d'opinion pour la communication. Et puis, il y a LinkUp. LinkUp, c'est un cabinet qui lui aussi est hybride. Il est hybride sur les stratégies RSE, les stratégies de responsabilité sociale et environnementale, et la communication sur ces questions-là. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, modestement, humblement, à notre taille, c'est d'être un modèle original, j'allais dire doublement hybride, qui rassemble études, Ça devient compliqué dans le... études, c'est vrai Non, mais c'est le doublement hybride. Deux fois hybride. Oui. Alors hybride, tout simplement. Voilà. En tout Super cas, hybride, ouais, hybride. qui est assez original sur le marché. Je ne dis pas qu'on est les seuls, mais bon. On est, Non, mais voilà. c'est- Études, conseil en communication, conseil en RSE. Tu poses une question fondamentale. C'est alors, démarrons avec les entreprises. Je suis en contact, t'es en contact, Bah oui. etc. On parle que de ça toute la journée. Franchement, le greenwashing, c'est fini. On est d'accord? Complètement fini. Et j'ai presque envie de dire, aucune n'a plus envie d'en faire. Non.
Le risque existe Alors toujours. peut-être à l'international. Hein. Moi, c'est vrai que je ne connais que les françaises, mais très franchement, tiens, hier, discussion avec le groupe Bell. Tu vois un peu la qualité, la force, la capacité des indicateurs. Ouais, laisse tomber. Mais je vais te dire, Stéphane, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais le risque, il est presque inverse aujourd'hui. On a parfois, par soupçon de greenwashing, un peu honte de communiquer. J'étais hier à la remise des prix ProDurable, dans lequel notre nouvel associé Linkup est partenaire de cette remise des prix. Il y avait la ministre Marlène Schiappa qui a dit quelque chose de très juste. Elle a dit, bien sûr, il faut des entreprises engagées. C'est de ça dont on parle, hein. Engagées pour l'environnement, engagées pour le social, engagées pour les territoires, il ne faut pas les oublier. Mais si on ne le dit pas, si on ne l'explique pas, les marques ont besoin de cet appui en communication. Et donc, il ne faut pas confondre la communication greenwashing, c'est-à-dire celle qui remplace l'action. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il y a de grands retours de bâton et c'est bien normal. Et la communication qui se met au service de l'action comme un effet multiplicateur pour engager l'interne, pour engager les parties prenantes, etc. Et donc, il ne faut pas tomber au risque inverse. Donc, il faut être juste, il faut être sobre aussi dans la communication. Oui, On mais parle alors, beaucoup de sobriété moi, ce que j'entends, c'est que c'est pratiquement presque plus l'heure de la communication. C'est-à-dire, l'idée, c'est que ces indicateurs RSE, ils sont maintenant intégrés dans la communication financière, pratiquement. Justement, j'ai appris ça, le CFO de Bell, donc le directeur financier, est Chief Impact Officer. C'est lui qui, finalement, agrège, centralise les données RSE les plus importantes pour l'entreprise et qui les communique directement aux investisseurs, au marché. Point à la ligne. Les marchés, c'est une chose. L'opinion, c'est autre chose. L'opinion du citoyen, l'opinion du salarié. Je vais prendre un exemple générique, je n'irai pas dans le détail. Une entreprise travaille sur son bilan carbone, ses émissions de carbone, de CO2. Et puis, elle a besoin de travailler sur la durée. Ça ne va pas se faire en 6 mois, en 15 jours. Comment vous expliquez à l'opinion, si vous ne communiquez pas, pourquoi ça va prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans? Pourquoi c'est difficile? Comment vous n'expliquez pas sur quoi ça bute parfois? Parce que parfois, il y a des problèmes techniques, il faut changer les modes de production, il faut changer beaucoup de choses. Si vous ne communiquez pas et que vous dites juste ça va prendre 10 ans, vous pouvez être sanctionné d'une certaine manière par l'opinion. Et donc, alors, je te rejoins sur un truc, c'est qu'en fait, il faut plus parler, à mon avis, aujourd'hui, d'engagement presque que de communication. Comment on engage, et c'est tout le sujet pour le gouvernement, on va sans doute en parler sur la sobriété énergétique, comment on engage à changer les comportements. Et la communication, c'est un levier, je pense, encore indispensable de tout cela. Alors, la communication, elle me pose un problème, et on reste du côté des entreprises. Non, parce que le sujet, en fait, le plus complexe, je trouve, c'est prendre la mesure. Jean Covici, là-dessus, est très bon quand il dit « faut en revenir aux chiffres ». Il faut en revenir, dit Jean Covici sans arrêt, aux ordres de grandeur. Les ordres de grandeur les plus importants ne sont pas forcément les plus populaires ou pas forcément ceux qui marchent le mieux dans l'opinion. Bien sûr. Donc le risque quand même, c'est de choisir des actions qui, tu vois ce que je veux dire, qui vont être très faciles à vendre, mais sans impact majeur. Oui, mais comme l'opinion devient de plus en plus informée sur ces questions, il ne faut pas sous-estimer. Non, il ne faut pas sous-estimer. Mais elle nous dit en même temps, ça c'est très intéressant dans ce qu'on regarde dans les enquêtes, elle nous dit, il y a un problème, c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire pour agir réellement. Parce qu'on me dit de faire ça, mais d'autres me disent que finalement, il y a un effet retour, que c'est moins utile et tout. Et donc il y a cette demande qui s'adresse notamment aux entreprises, au pouvoir public, aux collectivités, mais aussi aux entreprises. Expliquez-nous quel est, nous on appelle ça chez élèves, le chemin praticable. C'est-à-dire le chemin qui va permettre d'y arriver, mais qui ne nous fasse pas tomber d'un côté ou d'un autre parce qu'on n'aurait pas compris quelque chose. Donc il y a un côté de pédagogie. Les entreprises, elles doivent être aujourd'hui les premières pédagogues de leur démarche environnementale. Mais oui, mais elles sont obligées d'être pédagogues de leurs intérêts. Allez, prenons ce truc de la voiture électrique. C'est super intéressant, la voiture électrique. Tu te rends bien compte que si tu soulèves le capot, c'est le cas de le dire, c'est très très compliqué en fait de savoir si tu fais du bien à la planète ou pas, enfin à la planète, au climat, enfin vous voyez bien ce que je veux dire. Hein. C'est très très compliqué de savoir si tu as un bilan carbone positif à la fin avec ta voiture électrique. Donc à un moment tu fais un choix, en fonction de ceci et de cela. Ce sont des notions qui vont se populariser au sens qu'elles vont devenir publiques. Elles vont devenir aujourd'hui des normes sociales. Les gens vont se dire, tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On va progresser dans la pédagogie de ça. Moi je ne suis pas un pessimiste sur ces questions-là. Alors je n'en suis pas un spécialiste, j'en suis un généraliste. Ouais, tout à fait. Mais je trouve qu'il y a d'ailleurs une très forte demande aujourd'hui de nous dire, de nous expliquer pas simplement pourquoi
Pourquoi il y a des risques, évidemment, les gens ont compris. On reviendra sur ce qui s'est passé cet été parce que c'est très intéressant. Alors. Mais montrez-nous les pistes de réponse. Montrez-nous les solutions. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Tu en parlais en introduction. Vas-y. Beaucoup de gens disent il y a eu une prise de conscience cet été. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Cette prise de conscience, elle existait déjà depuis 2-3 ans. On avait grosso modo 8 personnes sur 10 qui nous disaient il est urgent d'agir. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé à l'expérience. L'expérience, c'est que la prise de conscience, on voyait les images à la télé, on se disait c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est loin de nous. Là, on l'a vécu. On a vécu les nuits de canicule, on a vécu les orages, on a pour certains vécu les incendies. Et ce passage à l'expérience concrète, il a beaucoup changé les choses et il fait, notamment dans les études, que la préoccupation environnementale est maintenant en deuxième position, ce qui n'était pas le cas précédemment. Pas juste derrière, mais derrière la question du pouvoir d'achat. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, aujourd'hui, la première question de préoccupation des Français, et nettement, c'est la préoccupation du pouvoir d'achat. Et quand on demande, vous êtes prêt à faire des efforts, mais à quelles conditions? La première réponse de l'opinion, c'est à condition que ces efforts soient justes et partagés. Voilà. Donc, en fait, les deux sujets se rejoignent. Comme le dit Macron, c'est orthogonal. Le problème, et tu mets le doigt dessus, c'est que toute action va coûter cher. Et voilà. Oui. Mais et toute action va coûter cher et il va falloir qu'on la paye. Bien sûr, c'est un sujet pour les entreprises. Ce sera un sujet, il y a eu un article d'un de tes confrères très inspiré sur cette question-là, y compris ça pose la question des marges des entreprises à terme, sur la durée. Peut-être que ces marges ne seront plus dans des niveaux qu'on a connus. Comment les marchés financiers vont réagir? Donc on voit bien qu'on est à un changement de modèle. Mais si, pour revenir sur ta question initiale, les entreprises ne communiquent pas, n'expliquent pas leur démarche, n'expliquent pas leurs contraintes. Moi, je dis souvent, on le voit par exemple en communication de crise. Les gens ont très bien compris que le risque zéro, en toute matière, je ne parle pas là que de l'environnement, industriel, etc., ça n'existait pas. Qu'est-ce qu'on demande quand il y a une crise aux entreprises? Dites-nous ce que vous allez faire pour que ça ne se reproduise pas. Voilà. Et donc là, il y a ce sujet-là d'expliquer ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, ce qui va coûter cher, ce qui va prendre du temps. Et la communication, encore une fois, peut être un accompagnateur. Oui, mais il s'est passé autre chose cet été. Cet été, il s'est passé, alors cette affaire, alors il paraît, juste, tiens, non mais cette histoire, on fait une petite parenthèse, mesdames, messieurs, mais cette histoire d'Emmanuel Macron qui fait une conférence de presse avec des journalistes qui n'ont pas le droit de le citer, c'est étonnant. On va quand même très loin dans l'invention du bullshit, là, quand même. C'est-à-dire le faux off. C'est ahurissant. Donc, visiblement, il aurait dit, cette histoire de jet, c'est aussi efficace que la tête à Toto. Voilà. Cette histoire de jet, c'est-à-dire un été d'injonction morale permanente. Je ne sais pas si tu peux mesurer, d'ailleurs, l'effet sur l'opinion. À un moment, tu as envie de dire, mais ça me saoule. C'est-à-dire, comme tu le dis très bien, on a tous compris, les amis, on a tous compris ce qui était en train de se passer, et on a tous compris surtout qu'on n'avait pas la solution, parce qu'il faut être franc quand même. Enfin, la solution, elle est à l'échelle mondiale. Bon, bref, refermons la parenthèse. Mais il y a des solutions locales. Mais il n'y a pas que des solutions mondiales, il n'y a pas que des solutions lointaines. Mais si, Bernard. C'est un autre sujet. Bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Bon. Alors, je reviens sur cette question. Cette histoire d'injonction permanente, à un moment, il va falloir arrêter parce que ça va être contre-productif. Je ne vais pas être dans la morale, mais par contre, il y a une vraie attente à la fois d'exemplarité et il y a une attente de bon sens. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple des jets privés, je vais prendre deux autres exemples. L'éclairage de grands édifices très tard le soir ou la nuit. Les gens se disent, on pourrait faire moins. Les gens ne disent pas, on pourrait couper, on pourrait faire moins. Il y a eu ce débat, et d'ailleurs les acteurs du commerce ont réagi assez vite, je crois, sur porte ouverte, la climatisation. Ça, c'est du bon sens. Oui. Et c'est de l'exemplarité. Oui, porte ouverte, la climatisation, ok. Le jet privé, je ne porte pas de jugement, ce n'est pas un point de faire, mais c'est perçu par l'opinion comme un exemple. Maintenant, je suis persuadé, et là la communication joue, que quand Emmanuel Macron expliquera pourquoi il continue, pour des raisons de sécurité notamment, pourquoi certains dirigeants, y compris, n'ont pas d'autre choix, parfois, pas toujours, parfois, d'utiliser ce mode de transport, ils peuvent être entendus si ça apparaît comme juste. Voilà. Quand Emmanuel Macron va expliquer qu'il ne peut pas aller dans l'Eurostar pour aller à Londres parce que s'il doit parler à Poutine... Lui n'est jamais mis en cause. Je crois que ce n'est pas les jets des dirigeants politiques qui sont mis en cause. On se souvient, on se souvient tous François Hollande essayant de prendre le TGV avec un gendarme sous chaque pile de pont sur Paris-Marseille. Mais plus largement que ça, au-delà de cette question d'exemplarité, il y a la question de la mobilisation. Comment les dirigeants, qu'ils soient politiques, économiques, réussissent à mobiliser les citoyens, les salariés, dans ce nouveau combat qui est partagé. Voilà. Et pour mobiliser, il faut d'abord
dialoguer, il faut qu'on convainque effectivement qu'il y a des solutions, que les solutions sont les bonnes. Deuxièmement, il faut agir, c'est-à-dire que ces actions soient évaluées, qu'on puisse dire dans 6 mois ça va produire tel effet. Par exemple, la sobriété. La sobriété énergétique, je crois que tout le monde peut comprendre. Attends, juste avant la sobriété, je veux juste finir cette histoire de cet été, parce que ça s'est quand même transformé en feu sur les riches. Et donc, ta conviction, quand tu dis il faut que ce soit juste, le grand truc qui ressort de l'été, c'est, alors je ne sais plus combien, mais c'est en gros les 10% les salaires les plus élevés, les plus riches de France, polluent 2 fois plus que les 90% autres. Encore une fois, je ne porte pas de jugement, mais si je résume, le jet privé est devenu l'ISF du climat. Ouais. Oh, voilà. C'est la même fonction d'exemplarité, de justice sociale. Il ne faut pas oublier qu'en France... Et donc, à un moment, il faut accepter de lâcher là-dessus, parce que... En France, près de 8 Français sur 10, 78% exactement, pensent que notre société est injuste. Voilà. C'est un constat. On peut trouver ça injuste, que les Français pensent ça, mais c'est factuel. Ce sentiment d'injustice, il est structurant aujourd'hui, depuis plusieurs années dans la société française. Le jet privé, c'est l'ISF du climat. Je t'ai coupé la parole alors que tu repartais. Non, je repartais sur comment on mobilise. On mobilise. Sobriété. Sa sobriété, le gouvernement va sans doute annoncer des mesures, des plans, etc. Il fait son travail. Mais comment il arrive à s'en prendre un ton moralisateur, à convaincre et surtout à mesurer ? Parce que l'exemple qui me vient comme ça, c'est on me dit de chauffer moins chez moi ou de rester moins longtemps dans ma douche. Si, pendant que je me douche, pour peu que j'ai une fenêtre sur l'extérieur, je vois que l'immeuble d'en face est resté allumé, je vais dire, vous êtes bien gentil, vous me demandez de me doucher moins longtemps, mais l'immeuble qui consomme beaucoup plus, voilà. Et donc, il y a ce sujet d'une mobilisation collective. La mobilisation collective, c'est pas ce qu'on réussit toujours en France. Certains me disent, on l'a réussi sur le Covid. Je ne suis pas d'accord avec ça. On a réussi une mobilisation du cercle proche. On faisait attention, essentiellement, pour nous, et pour nos proches. Voilà. Je pense que sur le climat, c'est autre chose et que le moment de la mobilisation collective est très important. Et donc, il faut des indicateurs. L'exécutif, le gouvernement doit pouvoir dire « ça fait 6 mois ou 3 mois que nous vous avons demandé des efforts, voilà les résultats ». Si je n'ai pas l'impression que je fais des résultats, c'est comme quand je cours le marathon, c'est pas mon cas. Si à la 10e tentative, je vois que je ne progresse pas, à un moment, je vais me décourager. Voilà. Donc, j'ai besoin de mesurer que les efforts qu'on me demande sont suivis de résultats. Mais on va le voir, en fait, Bernard. Moi, j'espère. Non, parce que, alors, autant je suis beaucoup plus pessimiste que toi sur la solution globale, autant là. Donc, enfin, je l'ai déjà beaucoup raconté sur ça, parce que cette séquence me passionne. Donc, c'était, je ne sais plus quand, janvier. À un moment, RTE nous a demandé de faire un effort particulier un matin. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens. Alors, c'était sur 2 séquences. Première séquence et la deuxième séquence. Et la deuxième séquence, la France, collectivement, a fait baisser sa consommation une des tranches de Fessenheim, 900 MW. Bon. Est-ce que tu ne crois pas que justement, là, on aura... RTE, à un moment, va nous dire, les amis, là, dans 2 jours, il faut vraiment que tous on serre les fesses. On va tous serrer les fesses. Oui, bien sûr. Et sûr. on va se rendre compte que ça va bien se passer. Bien sûr, sauf qu'on reboucle là avec le sujet des prix et du pouvoir d'achat. Parce que si on me dit, et franchement, ce n'est pas pour faire une deuxième formule. Vas-y. Si on me dit, chauffez moins, payez plus, là, je vais dire, il y a un petit problème. Voilà. Et le risque, et c'est un risque politique, clairement, le risque de gilet jaunisation, on n'en est pas là du tout aujourd'hui. Dans l'opinion, je pourrais y revenir si tu le souhaites. Bien sûr. Le risque, c'est ce hiatus entre chauffer moins, payer plus. C'est qu'à un moment, on demande des efforts, et je suis comme toi, je pense que beaucoup de gens sont prêts à les faire, même si 4 Français sur 10, 38% exactement, pensent qu'ils sont déjà au maximum des efforts qu'ils peuvent faire. En termes de sobriété énergétique. En termes de sobriété. Pourquoi ? Parce que la restriction, ils l'ont connue l'hiver dernier. On a déjà diminué un peu son chauffage. Quand on se chauffait au fioul, par exemple, dans les zones rurales, on le voyait très nettement dans les enquêtes. Et donc, si on me demande de faire plus, mais en même temps d'avoir une facture qui augmente de 10, 15 ou 20%, même si... Mais on n'a pas... Alors, la question, Bernard, on n'a pas conscience collectivement que les prix de l'énergie nous échappent et que le gouvernement n'y est pour rien et qu'à un moment, il ne peut pas non plus continuer à payer l'électricité de tout le monde ? Donc, pour l'instant, dans ce qu'on a en photographie de l'opinion, nous sommes le 14 septembre, on a une opinion qui ne rend pas responsable le gouvernement, mais qui, pour autant, en grande partie, le juge presque impuissant. C'est-à-dire qu'on a une opinion partagée entre ceux qui disent à peu près 4 sur 10, les mesures sont insuffisantes, mais elles vont quand même dans le bon sens, et ceux qui disent, de toute façon, ça ne changera rien parce que ma situation est trop difficile. Voilà. Et le couplage de ces deux
je ne vais pas dire injonction, mais en tout cas, ces deux aujourd'hui enjeux que sont l'écologie et le pouvoir d'achat, la fameuse fin de mois, fin du monde, voilà, il est vécu dans le quotidien de beaucoup de Français. Sauf que tu me disais, tout geste sur le prix de l'essence a un effet immédiat sur l'opinion. Tout à fait, on le voit bien. Nous, on a un indicateur de fin de mois. On demande aux gens comment ils bouclent leur fin de mois, sereinement ou pas sereinement. Et on voit que depuis 15 jours, 3 semaines, sous l'effet de la baisse des prix de l'essence, ça se détend un peu. On a encore près de plus de 4 Français sur 10 qui disent qu'ils ne bouclent pas leur fin de mois sereinement. Voilà. Donc ça reste très tendu, mais on voit que l'effet est immédiat. Pourquoi ? Parce que le passage à la pompe, c'est pour beaucoup de Français 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, donc l'effet est immédiat. Il y a quand même une contradiction là, fondamentale, je ne sais même pas comment on va la résoudre un jour, c'est d'où mon relatif pessimisme, entre... Je veux continuer à rouler autant, finalement, c'est ça le sujet. Alors oui, je ne peux pas faire autrement, il y en a combien qui ne peuvent pas faire autrement, j'en sais rien, mais je veux continuer à rouler autant et pas à payer plus, et voilà. Oui, alors quand je peux rouler moins parce que j'ai une solution alternative, parce qu'il y a le train... Elle est utilisée, ça, il y a une conscience là-dessus. On voit qu'il y a une évolution des comportements. Mais quand vous êtes en zone rurale ou semi-rurale et que pour amener le garçon ou la fille au lycée, il faut prendre la voiture, parce que pour aller au foot le samedi ou pour aller au bowling, au cinéma, il faut prendre la voiture, à ce moment-là, on me demande une restriction. Donc il faut aussi la connaissance de l'opinion, si on reboucle à notre sujet du départ et à notre démarche. Bien sûr. C'est aussi de se dire... Derrière, parfois ça nous arrive de faire des raccourcis, de dire 75%. 75% de Français pensent que. Mais il faut comprendre comment, derrière ces 75%, les opinions sont structurées. Aujourd'hui, dans toutes les enquêtes, la variable la plus structurante, c'est celle de la fin de mois. Celle qui explique le plus les Ce qui veut dire que... Parce que les économistes, moi je ne veux pas dire les économistes en chambre, les économistes, ils amènent des solutions d'économistes, après le politique tranche. Les économistes disent tous, c'est le signal prix. Oui. Le seul qui nous permettra de modifier nos comportements. Oui. Bernard Sananès nous dit le signal prix est impossible à mettre en œuvre aujourd'hui en France. Pour une grande partie de la population, je ne parle même pas de l'opinion, pour une grande partie de la population, s'il était brutal, s'il n'était pas contrebalancé par des mesures de justice sociale, il serait quasiment impossible à mettre en place. Et tu comprends pourquoi ils ont renoncé, là, pardon, c'est de la politique politicienne, mais tu l'as fait aussi remarquablement bien. Merci. J'ai toujours pas compris la séquence, donc là encore de l'été, de dire ristourne pour tout le monde. Alors que l'État a une idée très très claire de mes revenus. Pourquoi est-ce qu'il m'accorde une ristourne au même titre qu'un smicard ? Franchement, ça m'échappe. Oui, alors, surtout que quand on lit les experts économiques, ils nous disent que des mesures ciblées auraient beaucoup plus d'effets. Évidemment. Voilà. Évidemment. Alors, moi, j'entends parler de raisons techniques, mais je ne saurais pas justifier. Ça aurait mis beaucoup de temps. Voilà. On va se contenter de cette explication. Bercy qui fait la retenue à la source. Qui a été un vrai succès. Oui, et donc il y a parfois des réformes... ont une connaissance très très fine et quasiment quotidienne de mes revenus. Mais si tu veux bien, on a le temps là, on a 30 secondes, mais on s'arrête là-dessus parce que prélèvement à la source, beaucoup de gens disaient ça n'a pas marché, etc. Pourquoi ça a marché ? Ça a marché parce que ça a été pris en avance. 4 mois, 5 mois avant, on nous a dit ce qui allait se passer. Et deuxièmement, ça a marché parce qu'on m'a dit, non pas la réforme, voilà ce qu'elle va faire, mais on va vous dire, pour moi, on nous a envoyé des feuilles de paye, on avait fait des hypothèses, des simulations. Voilà. Et ça, si on parle des retraites, c'est un peu dans l'actualité aujourd'hui. Le sujet, c'est que le gouvernement n'a jamais réussi à faire. C'est-à-dire, une réforme des retraites, qu'est-ce qu'elle changerait ? Pour moi, le simulateur, on s'en souvient, ça avait été un objet du débat politique, c'est très compliqué. Les gens n'ont pas envie de savoir, ils s'intéressent à la réforme globale, mais on s'intéresse très vite à ce que ça change pour mon quotidien. Pour soi, ouais, tout à fait. Donc, pour finir, parce que c'est quand même les entreprises qui seront les principaux clients de nous avons cette deux nouvelle types de union. clients, les entreprises et les acteurs professionnels. Parce que sur l'aspect du conseil, les fédérations professionnelles... Ah oui, d'accord, oui, parce enfin, que, bref, le monde du business. Mais quoi. je le précise quand même, pour ne pas être en conflit d'intérêts avec les politiques, il nous arrive très rarement de faire des sondages politiques, mais nous ne faisons pas de conseils politiques. Voilà. Mais, je retiens ton message, ce avec quoi tu avais commencé, très intéressant. N'arrêtez pas de communiquer sur le sujet. Alors, je vais redire dans les deux sens, c'est-à-dire, continuez à vous engager, à être... Nous, on parle d'entreprise contributrice. Voilà. Comment vous montrer que vous êtes engagé, que vous êtes sincère, et communiquer pour le dire. Si vous ne faites que communiquer sans
continuer à démontrer, à faire la preuve de l'utilité. D'autant que je pense que le moment va un peu changer pour les entreprises. Je crois, moi, que les entreprises ont un peu mangé leur pain blanc dans l'opinion. Elles ont gagné beaucoup en popularité sous l'impact du Covid. C'était très net. Voilà. Et là, on va leur demander, face à un moment de crise, finalement, non pas qu'est-ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous faites de plus? Est-ce que vous en faites assez? Est-ce que vous faites tout ce que vous pouvez faire pour le pouvoir d'achat, pour le climat? Et donc, les entreprises vont être surveillées, on va dire, et donc elles ont besoin d'expliquer. Merci Bernard. Merci Stéphane. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.